Je vais passer la parole à Benoît Ostertag. Oui, bonjour. Merci de m'avoir impliqué dans ce débat. Je vais témoigner en ce qui me concerne pour l'entreprise, donc Renault. Donc c'est pas l'ensemble du groupe qui comprend 120 000 salariés, mais la politique de rémunération des cadres telle qu'on la connaît et telle qu'on peut la pratiquer au niveau de l'équipe centrale CFDT Renault, c'est au niveau donc de Renault SAS, la maison mère, qui comporte donc 34 000 salariés, dont 10 000 aujourd'hui, 10 300 ingénieurs et cadres, donc ça fait pratiquement le tiers maintenant des salariés de la maison mère. Dans un contexte économique que vous connaissez, qui est un contexte donc de forte concurrence, effectivement ça a forcément un impact aussi sur la politique de rémunération de l'entreprise. Alors j'ai construit quelques planches qui permettent un peu d'illustrer mon propos. La première planche, c'est pour montrer un petit peu aujourd'hui, enfin jusqu'à 2013, quelle était la pratique de l'entreprise pour la rémunération des cadres donc de Renault SAS. Là, il y a 4 formes finalement de rémunération. La forme AGS, l'augmentation générale des salaires, qui depuis longtemps n'existe plus chez Renault pour les cadres, qui était la partie la plus collective. Alors ça s'inscrit dans un contexte où les salariés globalement sont pas surpris, enfin à la limite ils sont même demandeurs d'une logique plus individuelle, puisque quelque part ils envoient une source de motivation, mais ils oublient qu'il y a des garde-fous, et les AGS sont bien des garde-fous dans ce système, et ils n'existent plus depuis longtemps donc chez Renault. Ensuite, il y a une part fixe individuelle, donc qui est une augmentation individuelle qui est traitée et discutée chaque année. Ensuite, une part variable pour 80% des cadres, qui s'appuie sur un pourcentage de leur fixe, mais qui est évidemment rediscutable chaque année. Et puis une part variable pour ce qu'on appelle la prime de performance groupe, PPG, pour des cadres plus supérieurs, 20% des cadres à peu près, donc 2000. Alors sur la partie fixe comme sur la partie variable, en fait les règles de rémunération sont définies par les RH, c'est-à-dire qu'on n'a pas de marge de manœuvre en termes de négociation, c'est absolument pas traité dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, et ça s'appuie sur un système vous voyez les points jaunes avec des pourcentages, je ne sais pas si c'est très, très visible, mais ce sont ce qu'on appelle des plots. Donc d'une part, si je regarde à gauche sur la partie, cette année par exemple, de la part fixe, il y a une mise en veille, non ça va. Il y a un plot à 0%, un plot à 3% et un plot à 5%. Et donc ça c'est le pourcentage de la base qui peut être réévalué pour chaque salarié. Et on avait donc 70% de la population sera à 0, et puis 30% sera à 3 ou 5%. Donc d'emblée, ça veut dire que dans une logique de vouloir reconnaître, et puis un budget, il ne faut pas oublier qu'en face de ça, il y a aussi un budget. C'est-à-dire quel est le budget, la masse salariale qui est allouée. Donc ce budget était de 1%, par exemple, cette année, de la masse salariale. Donc pour un service, d'emblée, si je veux reconnaître quelqu'un et le positionner à 5%, pour tenir mon budget à 1%, forcément, il faut que tous les autres, ou presque, soient à 0. Donc, forcément, c'est un système très discriminant qui est très contraignant pour le manager. Du coup, effectivement, la marge de manœuvre du manager est un peu plus grande sur la part variable, puisque sur la part variable, il y a des plots un petit peu plus étalés. Il reste un plot à 0, malgré tout, et puis des plots à 3, 4 et jusqu'à 10%, avec un minimum de gens à positionner à ces niveaux de 8 et 10%. Là-dessus aussi, le budget est centré plutôt sur la gauche, qui fait que dès que je positionne quelqu'un sur le plot haut, il faut que je mette des gens aussi sur le plot bas. Donc forcément, il faut que je mette des gens à 0, même si l'ensemble de mon équipe a bien fonctionné et a performé dans l'année. Donc en tout cas, c'est un système qui est construit par les RH et qui s'impose à l'ensemble des managers, et donc aussi bien au niveau d'un service qu'une direction, pour équilibrer, je dirais, les règles du jeu sur l'ensemble de l'entreprise. Donc ça, c'est le système qui fonctionnait depuis jusqu'à 2013.
et qui a encore été appliqué cette année pour la partie par variable et par fixe. Pour illustrer aussi, on a demandé aussi de positionner un peu quels étaient les autres modes de rémunération. Donc vous voyez les 1% du budget pour la part fixe, 4,5% pour la part variable, pour 8000 cadres. J'ai pas donné le pourcentage, il y a un gros point d'interrogation sur la part variable prime performance groupe qui concerne 20% des cadres qui donc ont la part fixe plus cette part-là. On sait qu'au minimum c'est 8% de leur salaire qui est concerné, ça peut aller jusqu'à 15%. Ça s'appuie sur des indicateurs à la fois collectifs et individuels, mais c'est un système qui est encore plus nébuleux que le précédent, puisque même les règles du jeu ne sont pas connues des managers qui, par exemple, qui ne sont pas concernés par les gens de cette catégorie, et les organisations syndicales n'ont absolument aucune information sur ce système qui est complètement opaque et non transparent. Alors la nouveauté sur l'année 2014, c'est que l'entreprise a introduit alors un système qui est un peu équivalent à ce que Daniel a présenté chez Alcatel, mais nous ça arrivait un peu plus tard, qu'ils ont appelé job grading. Donc c'est en fait un système qui, pareil, conduit à positionner les différents postes de l'entreprise. Donc c'est pas les personnes, c'est les postes occupés. Donc c'est un peu nouveau par rapport à la classification de la métallurgie où on a une classification en 1, 2, 3, 3B, etc., mais qui nous suit quand on évolue dans l'entreprise. Alors que là, finalement, c'est en fonction du poste que j'occupe que j'aurai une cotation et un positionnement de responsabilité. Donc cette cotation en 9 niveaux chez Renault, donc L3C le plus bas, L3C, le 3B, le 3A, après je passe à L2, et puis à L1, donc finalement il y a 3 niveaux et 3 lettres, ça fait 9 positionnements possibles. En gros, la majorité, c'est des gens en L3, puisqu'après L2, c'est déjà des directeurs haut placés, enfin à 3 niveaux hiérarchiques de M. Ghosn. Et puis les L1, c'est vraiment des directeurs qui sont au comité exécutif ou juste en dessous. Donc, l'entreprise a présenté ce système en disant, 1, je suis international et je vais être cohérente sur l'ensemble des filiales et de l'entreprise en France. 2, je veux améliorer encore le lien entre performance et reconnaissance, parce que l'entreprise fait une enquête chaque année auprès des salariés, et elle a bien conscience qu'un des points faibles, c'est le lien entre reconnaissance et performance, qui est mis en évidence. La cotation a été faite par on ne sait qui, et en tout cas pas avec les organisations syndicales. Donc les différents postes de l'entreprise sont cotés, mais il n'y a que le salarié qui l'occupe qui connaît sa cotation, et peut-être le manager. Dans la politique de mobilité, on ne sait pas à l'avance quel poste contient quelle cotation. Et face à cette cotation, donc c'est l'objet de la deuxième partie de la planche, il y a donc pareil un positionnement. Donc l'entreprise qui est payée pour animer ça, et donner les outils à l'entreprise, a un panel de 500 entreprises. Donc en France, ça reste tout métier confondu. On ne sait pas qui sont ces entreprises, on ne sait pas comment effectivement je compare un L3C chez Renault à un L3C chez Danone, par quels critères. En tout cas, il y a la base de données qui dit qu'en face de chacun de ces niveaux, j'ai une médiane, j'ai un plus 10%, moins 10%, et puis j'ai un plus 30, moins 30. Et l'entreprise Renault va finalement positionner le collaborateur en fonction du poste occupé sur cette échelle, et va donner des préconisations au manager au moment du plan de promotion pour lui indiquer, lui préconiser, mais enfin c'est une préconisation sur laquelle il y a peu de marge de manœuvre. Si le salarié est surcoté, et on se rend compte que beaucoup de salariés aujourd'hui seraient plutôt surcotés par rapport à la médiane du marché, eh bien c'est pas sur votre part fixe que je pourrais intervenir. Désolé même si vous avez bien bossé, même si je reconnais ce que vous avez fait, je ne peux pas vous donner sur la part fixe, et puis finalement ce qui lui restera, c'est sur la part variable. Donc finalement c'est un très bon moyen pour l'entreprise de maîtriser sa masse salariale, et puis de donner finalement sur le variable en fonction de
la possibilité que l'entreprise a ou pas de rémunérer cette part variable si elle fait des bons résultats ou pas. Donc là encore, effectivement, les organisations syndicales n'ont pas été impliquées. On nous l'a présenté comme un système expérimental uniquement pour les cadres, mais en laissant entendre que si finalement ça marche bien, peut-être qu'on l'étendra aux techniciens. Donc là-dessus, on a déjà réagi et on a déjà mis une frontière, parce que la volonté de l'entreprise d'évaluer et de reconnaître les techniciens comme les cadres pour répondre aussi à une aspiration des salariés d'une plus grande individualisation, mais on sait bien aussi le danger et encore les garde-fous qui ne sont pas respectés. Et finalement, vous voyez bien qu'il y avait des plots à 0%, et chaque année, il y a des gens qui sont mécontents et non satisfaits parce qu'ils font un bon boulot et finalement, ils n'ont rien. Donc, en conclusion, je dirais que notre système de rémunération, il ne répond pas effectivement à l'attente des salariés, qui est une cohérence entre rémunération et performance. Aujourd'hui, ils n'en voient pas le résultat, et j'allais dire que l'introduction du job grading a plutôt tendance à éloigner encore ce lien qui pouvait exister. 2, il n'y a pas de dialogue social au niveau de la rémunération des cadres, il n'y a pas de NAO, il n'y a pas d'implication dans la cotation des postes du job grading. Nous n'avons pas été impliqués non plus dans la répartition budgétaire du plan de promo, et les plots, et les quotas et les budgets, c'est quelque chose qui nous arrive. Alors à la fin de l'année, l'entreprise publie une lettre de transparence à chacun des cadres qui permet de donner des informations statistiques sur l'étendue des rémunérations, mais ça permet un peu de se positionner, mais par exemple elle ne nous dit pas finalement quel est le budget réellement consommé. Donc on peut toujours avoir le doute si effectivement le 1% est bien celui qui a été consommé tel qu'elle l'envisageait au moment où elle a établi le plan. Et puis, évidemment, pour l'entreprise, c'est un gros plus, elle maîtrise ses coûts fixes de manière assez facile. Merci beaucoup. Heureusement que Philippe Denimal s'était préparé à entendre des réalités un peu différentes de ce qu'il nous avait présenté.